Gilles Babinet. Voilà, merci de l'accueillir, Gilles. Tiens, je te propose de faire le tour. Voilà, il y a une petite marche. Gilles Babinet, qui est du Conseil national du numérique, qui a été digital champion au niveau européen. Je t'en prie, Gilles, assieds-toi. Qui a été multi-entrepreneur. Tiens, je m'assois à côté de toi pour bien voir tout ça. Et puis, qui est l'auteur de ce livre. C'est le dernier ouvrage. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais laisser un peu de temps. C'est comment les hippies. Alors, je ne sais pas s'il ressort là. C'est comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet. Voilà, on va parler. D'ailleurs, vous allez voir comment, pendant ces 2 jours, on va être un peu hippie, on va parler un peu d'Internet, on va parler de tout ça. Gilles, merci d'être avec nous. Merci. Alors, régional de l'État pour quelques jours, hein, tu viens du Morbihan. Là, ma première question, on va revenir un peu sur tout ce que tu racontes aussi, un peu sur cet ouvrage, mais ma première question, là, c'est ce qui défraie la chronique en ce moment. C'est évidemment l'intelligence artificielle. On a encore Elon Musk qui nous a appris hier soir qu'il avait encore investi dans des processeurs graphiques, il annonce, ça y est, sa X.ai, donc son application, on verra ce que ça donne. Toi, ton premier regard, ChatGPT, bon, tu suivais ça depuis un moment, mais c'est vrai que c'est sorti dans le domaine du grand public là, au mois de novembre-décembre. C'est quoi ton regard dessus? Là, on est un vrai choc, une vraie révolution, ou c'est plus une évolution? Enfin, on a monté un grand step, mais on est dans l'évolution normale. Écoute, tous les deux, on est dans cet univers depuis un certain temps. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la technologie et je n'ai jamais vécu de moment comme ça. Donc, c'est assez simple. J'ai vécu le moment où Internet est arrivé en France. C'était dans les années 92-93. On sentait que quelque chose se passait, mais on sentait que ça allait se passer dans le temps long. C'est-à-dire que ça prendrait justement ce qui s'est passé 20 ou 30 ans avant de s'émanciper réellement. Le sentiment que j'ai, c'est que là, c'est une affaire d'une décennie. C'est-à-dire qu'on a vécu un moment qui a été finalement, surtout le moment où on comprend. ChatGPT, c'est des technologies qui étaient matures. Les transformers, ça fait 6-7 ans que ça existe. La beauté du truc, c'est que tout le monde comprend. N'importe qui, votre grand-mère, vous, on tape quelques mots et on comprend que c'est extrêmement puissant. Et donc, c'est le moment où on voit que ces technologies vont envahir le monde. Et je pense que ça va aller assez vite et qu'il y aura un avant et un après. Alors, justement, ton ouvrage démarre avec les hippies, comment les hippies et Dieu ont inventé Internet. Alors, c'est un parallèle. C'est vrai que moi, j'avais jamais fait attention à ce côté-là. C'est vrai que ceux qui ont créé, et on va voir sur l'IA, c'est un peu pareil. Est-ce que Elon Musk est un hippie? D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler avec Cyril Desouza, qui est aussi un expert autour d'Elon Musk dans un instant. Ce livre-là, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce lien entre les hippies et Internet? En fait, au départ, je pense que c'est une question qu'on est beaucoup à se poser ici, c'est pourquoi ça s'est passé en Californie et pas ailleurs, et pourquoi on a du mal dans d'autres endroits en France à faire un écosystème comparable. Je me suis vraiment posé ces questions. Au début, je me suis dit, c'est l'éducation, c'est le capital risque, c'est la régulation, c'est l'armée, enfin plein de trucs, quoi. Et puis, il y a un truc qui est revenu très fort et qui, pour moi est la thèse principale, c'est le contexte culturel. Le contexte culturel de la Californie de l'époque, c'est vraiment un contexte où se suradditionnent des strates très différentes, les militaires, les chercheurs, les hippies, d'autres également, mais c'est ces trois-là principalement, et elles arrivent à cohabiter. Je ne dis pas que c'était l'entente parfaite, mais ils se retrouvent dans des endroits que je décris dans ce livre, et ils travaillent ensemble. La science-fiction est extrêmement présente, ça c'est vraiment important, je pense que c'est même un fait premier en réalité. Et il y a cette idée, pourquoi Dieu d'ailleurs dans le titre de ce livre, il y a cette idée de transcendance, c'est-à-dire le fait que ça nous tire en réalité tous ces trucs-là. Et donc c'est aussi bien de la transcendance chamanique que de la science-fiction, que de la science tout court. Il faut savoir que mon éditrice, donc Odile Jacob, au début, elle ne voulait pas que ce livre s'appelle « Comment les hippies, Dieu et la science-fiction ont inventé Internet », parce qu'elle trouvait que ça faisait trop rock'n'roll. Moi, j'ai eu un avis différent, donc c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui, mais c'était vraiment l'idée de se dire que cette espèce d'émulsion, elle venait d'origines qui étaient presque contradictoires, et c'est ça qui a fait l'Internet. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se reproduire, évidemment avec des paramètres différents, mais que c'est pas unique, c'est juste que c'est important de le comprendre. Et alors, pour toi, qu'est-ce qui anime justement? Quel est l'élan de ces hippies, de ces militaires, de ces scientifiques? Quand on discute souvent, tu dis, tu sais, dans la techno, il faut un narratif.
Il faut quelque chose qui... Là, c'était le progrès. Il fallait faire progresser la société. Il fallait, voilà, sur différents niveaux, dans la santé, dans le militaire, évidemment, dans la conquête de l'espace. Ouais, il y avait une notion de progrès. C'était hyper candide. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que flower power, quoi. C'est un peu ça. Ce truc ressort très fort. J'ai eu la chance d'interviewer quelques individus qui ont fait cet Internet, et ils avaient une vision presque naïve de ce que ça allait devenir. Et d'ailleurs, certaines choses qui sont, quand on parle avec Vincerf, il disait, mais nous, on voulait lutter contre les corporations, on voulait lutter contre les militaires. Il était financé lui-même par les militaires, mais il avait le sentiment que... C'est à l'origine du protocole TCP/IP, qui est vraiment l'Internet. Et ils avaient vraiment le sentiment qu'ils allaient faire exploser la boîte et qu'on allait amener un monde extraordinaire. Les hippies pensaient pareil, les scientifiques pensaient pareil. Les gens qui écrivaient de la science-fiction, parfois c'était assez dystopique, mais ils avaient quand même l'idée d'une flèche du temps de la technologie qui allait s'accélérer. Donc cette notion était très présente. Les militaires, je pense, c'est important de le dire, c'est que pour eux, ils avaient ancré l'idée qu'il fallait lutter contre les forces du mal qui étaient l'Union soviétique, et que c'était l'une des forces du bien. Ils représentaient ça. C'est très très cohérent dans leur vision du monde. Nous, aujourd'hui, on a peut-être un recul un peu différent là-dessus, mais quand même, c'était fort chez eux, quoi. Alors, si on replonge un peu et si on fait un peu un parallèle entre ce qui est dit dans le livre, alors qui est sorti il y a à peine quelques semaines, hein, donc il y a quand même de l'actualité liée avec ce que l'on connaît dans l'IA aujourd'hui. Comment tu vois un peu ce qui est dans le livre avec, on parlait l'autre jour, une culture collective de l'intelligence artificielle, et c'est comme ça que ça marchera? Ouais, il y a plusieurs phases. Il y a les militaires. C'est le gros ordinateur super centralisé, hyper secret. Les hippies, c'est la décentralisation, c'est la micro-informatique. Après, il y a une autre phase, c'est la phase de la mondialisation. Ça arrive avec les années 80. Et là, c'est ce qui deviendra le cloud. C'est-à-dire, on recentralise la data. Après, on a une forme de contre-réforme réactionnaire. C'est Peter Thiel et Elon Musk. Et c'est le Web 3. Donc, c'est le Satoshi Nakamoto qui, dans son manifeste, lorsqu'il lance le blockchain, dit il faut qu'on lutte contre les États, contre les banques centrales, contre toutes les institutions, et on va reconstruire une civilisation qui nous sera propre, qui sera décentralisée. Donc c'est très fort. Qu'est-ce qui va venir après? C'est vraiment la question que moi j'arrête pas de me poser. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce qui a orienté les grands champs de la technologie, c'est quand même le narratif supérieur, c'est-à-dire ce qui se passait dans le monde. La guerre froide, l'expansion économique du welfare state. Après, effectivement, cette espèce de contre-réforme réactionnaire qu'on voit partout à l'œuvre dans les élections, entre autres choses. Il me semble que ce qui devrait être la prochaine phase, ça pourrait bien être l'environnement. On est tous à en parler. Là, cette conférence est à peine ouverte. On a entendu parler de ce fonds d'investissement qui investit dans les technologies de décarbonation. Et donc, ça devrait polariser la technologie. Et je pense que c'est intéressant d'observer qu'au moment où tout le monde est complètement focusé sur cet enjeu-là, on a l'émergence de l'intelligence artificielle, de ChatGPT. Et je pense que ces technologies vont probablement se toucher à un moment. Cette problématique de l'environnement et cette technologie de l'intelligence artificielle, tout ça va fonctionner ensemble. Et j'observe aussi que dans ces grands narratifs, il y a un premier narratif qui est collectif, c'est les militaires. Après, il y en a un deuxième qui est aussi collectif, c'est la micro-informatique. Après, il y en a deux qui sont extrêmement individualistes, c'est le cloud et c'est le Web 3. Et là, est-ce qu'on va revenir vers des technologies collectivistes pour résoudre cet enjeu qui est collectif, qui est cet enjeu de l'environnement? C'est une hypothèse. Toi, tu penses qu'il faut vraiment tenir compte de l'environnement tout de suite, dès l'origine. Voilà, on voit ce ChatGPT. Alors, c'est vrai qu'on a eu 100 millions de personnes qui se sont connectées en moins de 2 mois, qui ont fait des requêtes, alors un peu dans tous les sens. Les vaches pondent-elles des œufs? Et puis après, on a commencé à rentrer dans des choses beaucoup plus sérieuses. Et on en parlera tout à l'heure dans un instant avec Xavier Perret de Microsoft. Mais pour toi, enfin, tout ça, ça consomme énormément d'énergie, des serveurs. Enfin, il faut vraiment se faire ce lien. Enfin, faut vraiment s'y impliquer tout de suite. Alors, de ce point de vue-là, je suis probablement un peu un boomer, mais je ne crois pas que les technologies numériques vont durablement avoir une empreinte forte sur l'environnement. Alors je sais que c'est complètement contre tout ce qu'on lit, etc. Et que là, déjà, il y a des gens ici qui se disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Vous avez raison. En fait, ce que je pense, c'est que la loi de Moore est tellement puissante qu'à chaque fois, elle ramène
à pas grand-chose la consommation énergétique. Par exemple, il y a 3-4 ans, un peu plus, il y a 4-5 ans, le Shift vous a expliqué que finalement l'empreinte du streaming, c'était plusieurs points de l'empreinte totale des émissions anthropiques de CO2. Donc on a lu ça partout, ça a été reproduit dans les journaux, etc. Et c'était faux, c'était juste faux, c'était parce qu'ils ne comprenaient pas la technologie, ils ont imprimé ça, et c'était une erreur. Hier, il y a un gars, je l'ai posté sur mon compte Twitter, vous pouvez les regarder, qui a montré qu'une carte qui était spécialisée dans la distribution de streaming était capable de délivrer je crois quelque chose comme 30 gigabits par seconde. C'est l'équivalent, vous servez plusieurs milliers de personnes avec ça. Donc vous avez une carte et il a fait le calcul, c'est en gros 1 watt par heure, 1 watt-heure pour faire en sorte que vous puissiez regarder Netflix. Donc si vous voulez, le calcul de Netflix, plutôt du Shift, c'était plusieurs milliers de watts par heure pour arriver à faire l'empreinte qui évoquait, c'était plutôt 6-7 000 watts. Donc on a un delta de 6 ou 7 000. Donc en réalité, les technologies numériques, elles ont des externalités qui sont négatives sur plein de trucs. Il faut mettre des écrans de 70 pouces partout dans son salon, c'est une mauvaise idée parce que pour la fabriquer, il faut beaucoup de carbone. Mais elles ont une loi qui leur est propre, qui n'existe dans nul autre domaine de l'économie, qui est une loi exponentielle, la loi de Moore, qui fait que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des trucs qui sont au début hyper consommateurs d'énergie, comme par exemple les LLM. Eh bien, très rapidement, vous allez faire écrouler ça parce que on va avoir cette loi de Moore qui va jouer, on va avoir des architectures nouvelles qui vont jouer. Aujourd'hui, vous prenez un Llama. Un Llama, c'est un environnement qui est concurrent de OpenAI. Vous l'optimisez un peu et vous le faites tourner sur un laptop, même pas haut de gamme, moyen de gamme. Voilà, avec une performance qui est comparable de celle de OpenAI. J'ai des copains qui font ça. Donc voilà, et au début, on nous a expliqué que ça allait être l'horreur, que l'intelligence artificielle, ça va être la fin de l'humanité, etc., du fait de ses consommations. Voilà, donc je pense que c'est à avoir à l'esprit. Eh bien justement, il y a des questions qui commencent à arriver. Alors il y a IA Éducation nationale, on y reviendra. Les métiers, on l'abordera aussi dans la table ronde, mais on pourra en dire un mot. Faut-il arrêter l'intelligence artificielle avant qu'il ne soit trop tard? Alors arrêter, évidemment, on ne va pas bloquer tout, mais voilà, faut-il la contrôler? Quel est ton regard? Il y a plusieurs réponses à donner à ça. Il y a la réponse historique. Dans l'histoire, on a eu plein de fois des technologies systémiques où on a dit ça va être la fin du monde. Ça s'appelle le chemin de fer, la chimie fine, quoi donc même Internet qui allait tuer le e-commerce. Le commerce. Non, il y en a une autre que j'ai oubliée qui est évidente. Ah oui, l'électricité. Oui. L'électricité, il y a un bouquin qui s'appelle Petite histoire de l'électricité à Paris ou quelque chose comme ça. Bouquin que j'ai lu et qui est incroyable parce que vous avez tout ce qu'on reproche à Internet, vous remplacez Internet par électricité, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc l'histoire nous montre que on a réussi à réguler toutes les technologies, y compris la bombe atomique et l'énergie atomique, alors qu'on nous prédisait des scénarios systématiquement dramatiques à cet égard. À l'égard du numérique, on nous dit que c'est différent parce que c'est des technologies de cognition. Et c'est vrai qu'à cet égard, on peut se retrouver avec des machines un peu dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui viennent lutter contre nous. C'est un scénario possible. Donc il y a un débat qui est passionnant qu'il faut suivre, c'est Joshua Bengio, Jeffrey Hinton versus Yann Lequin, c'est les pour, les contre. Et comme c'est tous des médailles Turing, on pourrait se dire ils sont tous légitimes pour s'exprimer là-dessus, et le fait que certains soient contre montre qu'il y a un vrai débat. Et je trouve que c'est intéressant à cet égard. En gros, il y a 3 grosses menaces. Il y a les menaces sur l'emploi, on a entendu parler. Il y a les menaces cyber et il y a les menaces de désinformation, de tout type. Les menaces de désinformation, c'est personnel, ça peut être aussi des menaces cyber, ça peut être du phishing. J'ai ma femme qui me racontait il y a quelques jours qu'on a dans la famille une tante qui s'est fait piquer $50 000 parce qu'elle avait une conversation sympa avec George Clooney. Et à un moment, malgré les publicités Nescafé, il n'avait plus d'argent. Et voilà, donc je ne vous raconte pas la suite, vous la comprenez. Mais ce truc-là va exploser, va se répandre partout, et c'est vraiment une menace systémique, je pense, à cet égard. Les menaces cyber, ça va de 2001 de l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire le truc qui s'autonomise, qu'on n'arrive plus à arrêter. Mais en réalité, ces trucs-là, ça existe depuis toujours. C'est-à-dire que notre PETIA, c'est un truc plus ou moins intelligent, qui est capable de réagir à des agressions. Donc ça fait déjà 15 ans qu'on a des virus qui sont à base d'intelligence artificielle.
Et puis, troisième menace, les menaces sur l'emploi, eh bien, c'est une menace qui est... je dirais que la façon dont moi je le traite, c'est plus en allant sur le champ de l'économie. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde nous dit le potentiel de ces technologies en matière de désintermédiation de l'emploi, c'est maximum 15-20% de l'emploi total. Et donc, ça veut dire que ça va nous amener en matière de productivité aux alentours de 30%. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment c'est calculé, les gens qui sont vraiment penchés là-dessus. Même si on a des technologies exponentielles, ça ne va pas dépasser les 30%. Donc ça veut dire que ça va nous créer un surcroît de richesse de 30%. Moi, je pense que c'est plutôt bienvenu. C'est bienvenu parce qu'on est face à quelque chose qui va nous coûter entre 1 à 4 trilliards de dollars, 1000 milliards de dollars à traiter pour réussir à répondre aux enjeux de transition environnementale. Si on n'a pas des technologies de productivité, on va tous se taper dessus. Ça va être une décroissance forcée, celle que nous décrivent un certain nombre d'auteurs comme Jean Covici, et ça va mal se passer. Et donc le fait qu'au moment où on a besoin finalement de créer un surcroît de richesse très important pour réussir à faire cette transition, on ait l'intelligence artificielle qui arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle, et ça va créer des tonnes d'emplois, notamment dans ce champ de l'environnement. Justement, parce que moi souvent ce que je dis pour ChatGPT, ça a changé pas. Il y a 3-4 choses que ça a changé. La vitesse de l'innovation, on l'a dit, hein, c'est une accélération considérable hein, pour ce qu'on a vu sur ChatGPT. La deuxième, c'est un changement des équilibres. Hein. On se disait, c'est Google est loin devant dans l'IA, dans le moteur de recherche. Hop, on voit un Microsoft qui revient, on voit même un IBM qui revient. Enfin, on voit vraiment un rééquilibrage un peu de ces acteurs. On voit des Français comme Mistral AI qui sont capables, qui disent eux-mêmes, mais nous, on va les concurrencer sans problème. Et puis le troisième point, c'est cette transformation des métiers, mais pas les métiers auxquels on s'y attendait finalement. Le métier du journaliste, le métier de consultant, enfin des métiers dits entre guillemets col blanc ou intellectuels. Et là, il y a cette question. Selon toi, est-ce qu'il y a une grosse part de ces métiers? Alors, on dit toujours on va les transformer, mais on voit quand même au quotidien, je vois dans le développement, je vois des gens qui disent moi je vais avoir besoin d'un peu moins d'ingénieurs de développement. On a un patron indien hier qui s'enorgueillait d'avoir supprimé 80% de ses équipes en disant moi maintenant avec l'intelligence artificielle je vais beaucoup plus vite. Quelle est ton opinion sur la part des emplois col blanc intellectuels menacés? Je suis très dubitatif sur toutes ces... J'en ai lu pas mal, hein. J'ai lu celle de Goldman Sachs et celle de McKinsey. Et objectivement, je n'ai pas été vraiment convaincu dans cette notion de disparition. Notion d'augmentation, certainement. Pour parler avec les patrons des grandes entreprises de consulting en France, je vois qu'ils ne sont pas inquiets, qu'ils ont plutôt l'opportunité de gain de productivité. Alors je m'explique. Si on prend par exemple l'audit, c'est à peu près 50% des Big Four en matière de ressources, c'est ce que ça représente. Qu'est-ce qui se passe ? Au cours des 30 dernières années, on nous a expliqué que l'audit allait disparaître parce qu'on allait le faire beaucoup plus rapidement. Et je l'ai vu, par exemple, dans les technologies d'audit, on a des trucs aujourd'hui, ça prend la totalité de votre grand livre comptable, et puis ça détecte toutes les incohérences. Tous les gens qui ont été payés 2 fois, tous les gens où on suspecte qu'il y a de la triangulation. On le fait. Est-ce que ça a fait disparaître les gens? Non, ça a renforcé les contraintes réglementaires qu'on a fait poser sur l'audit. On s'est dit, puisqu'ils sont plus productifs, on va leur mettre de la CSRD, du CBAM, tout un tas de trucs qui sont notamment liés à l'environnement. On va les mettre dans le cadre d'une sorte de grand framework européen de fonctionnement des systèmes d'audit. Et il n'y a eu aucune personne qui peut dire mon poste a disparu à cause de ça. Si, peut-être des gens qui faisaient de la saisie comptable et qui n'ont pas su évoluer, être emmenés par ce genre de choses. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des emplois qui ne vont pas directement disparaître, mais je pense que ça sera plutôt une minorité. Et que la réalité, c'est que le temps de la transformation, c'est un temps long, non pas parce que la technologie ne le permet pas, mais parce que la culture ne le permet pas. Que ça met du temps et que ce temps est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est le temps adaptatif. Oui, on entend souvent cette phrase de dire ne vous demandez pas si l'IA va vous remplacer, mais si c'est la personne qui utilise cette IA qui va vous remplacer. Ouais. C'est souvent cette phrase autour de ça. Il nous reste un peu plus de 2 minutes avant de passer à la table ronde. Il y avait une des questions, c'est l'IA et l'éducation nationale. Alors ça, c'est un de mes dadas. Je me dis qu'il y a eu un silence assourdissant
de l'éducation nationale, parce qu'à côté de ça, je rencontre beaucoup de profs qui essaient de faire des choses, qui essaient de mener tout ça. Mais toi, quel est ton regard là-dessus? Est-ce qu'on devra avoir une impulsion forte de la part de l'éducation nationale dans ce domaine de l'IA et puis particulièrement ChatGPT? Ouais, alors le truc le plus dingue que vous pouvez regarder, c'est la Khan Academy là-dessus. C'est assez facile à voir. Il y a deux trucs qui sont vraiment frappants. Il y a d'abord avoir une conversation avec Victor Hugo, avec Léonard de Vinci, avec les 100 personnes les plus marquantes dans l'histoire des sciences. Et évidemment, vous imaginez que le processus éducatif, c'est plus le même, quoi. Et Sam Altman, qui est, Salman Khan, qui est quelqu'un de vraiment, ça fait 20 ans qu'il travaille là-dessus, sur comment on amène l'éducation aux plus pauvres, etc. Il est très convaincant quand il parle de ça. Puis il y a un deuxième truc que lui montre, c'est pas lui qui l'a développé, mais moi que j'ai trouvé incroyable. Il montre une équation à l'écran. Il dit, il y a 8 raisons qui font que vous allez décrocher en voyant cette équation. Elle vous fait peur, vous avez un problème de mémorisation, vous avez un problème technique particulier par rapport à un des aspects de ces équations. Et on fait de l'eye tracking, c'est-à-dire qu'on met une caméra qui regarde où votre œil regarde. On vous soumet plusieurs petites équations qui sont des sous-composantes de cette équation. Et puis on regarde là où vous coincez. Et en fonction de ça, on vous amène des exercices qui vont décoincer là où vous allez coincer. Donc les gens qui ont des très grandes appréhensions par rapport à ce genre de technologie, à ce genre de discipline scientifique, ben finalement, on va analyser le point qui coince, on les entraîne massivement là-dessus, tout ça de façon complètement automatisée, et on leur fait résoudre le méta-problème à cet égard. Donc je pense que la notion de mentoring assisté par l'intelligence artificielle, encore une fois, l'idée que les profs vont disparaître dans cette affaire est absconte. Eh bien, je pense qu'elle a un grand potentiel. C'est vrai que c'est dur pour l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, elle est là pour traiter des trucs, 1 million de profs, etc. C'est pas forcément facile d'intégrer ça. Mais je pense qu'il faut arrêter de dire ça se passe tout là-haut. En fait, c'est nous, l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est de l'expérimentation, c'est du terrain. C'est faire en sorte qu'entre cette base et cette rue de Grenelle, on essaye d'avoir la plus grande continuité possible. Et c'est comme ça qu'on pourra faire cette transformation. Merci Gilles d'avoir été. Enfin, tu vas rester avec nous pour la table ronde. Je rappelle ce livre, je vous le conseille, si vous aimez la tech, comment Hippie Dieu et la science, et notamment la science-fiction, ont inventé Internet. C'est un petit rappel. Puis si vous aimez bien tous ces noms qui ont fait la Silicon Valley, etc., c'est assez. Puis ça se lit vite. Puis l'été, au bord de sa piscine, de sa plage, pourquoi pas.